conférence. On accueille Milan et Ingrid. Vous pouvez les applaudir. Et sur la prochaine heure, vous allez nous parler de pipeline de déploiement et de tests appliqués au machine learning. Bonne conférence. Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence intitulée « Le MLOps, une CI/CD pour des IA fiables ». On va d'abord commencer par se présenter. Donc moi, c'est Ingrid Fiquet, ça fait maintenant 5 ans que je travaille chez Sopra Steria dans le domaine de l'intelligence artificielle. J'ai d'abord été data scientist et maintenant je travaille plus sur tout ce qui est industrialisation de projets d'intelligence artificielle. Donc je me spécialise dans la mise en place de chaînes MLOps et de plateformes data. Bonjour à tous, Mylène Folia, je suis expert computer vision, c'est-à-dire que je suis data engineer mais spécialisé dans la computer vision et je travaille notamment sur des sujets d'explicabilité de l'IA, de robustesse. Et voilà, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous parler de 2 thématiques qui sont très importantes quand on veut industrialiser des projets d'intelligence artificielle. On va parler donc de MLOps et des IA de confiance. Donc on va commencer par une partie théorique, on va vous présenter les concepts et enfin on terminera avec une démonstration qui met en place tout cela sur un cas de classification d'images. Donc pour commencer, qu'est-ce que le MLOps ? Avant de rentrer dans une définition de ce qu'est le MLOps, on va faire un focus sur quel est le process d'un développement d'un projet de machine learning. Dans la conception et dans la phase de réalisation d'un projet qui embarque du machine learning, on va avoir 2 étapes importantes. On va avoir la première partie qui va se centrer sur la conception, la création de notre algorithme d'IA, qu'on va appeler un modèle. Et ensuite, une partie qui va servir à le mettre à disposition soit sous forme d'API, soit de l'embarquer, mais être capable de le mettre à disposition d'une application ou d'utilisateur pour pouvoir utiliser les résultats de notre modèle d'IA, donc avoir des prédictions sur ce qui leur a été entraîné. Donc le processus, première étape, c'est de la donnée. On va donc récupérer tout un historique de données sur lequel on va vouloir baser notre algorithme. On va avoir ensuite une étape de préparation de la donnée, donc on va devoir la nettoyer, la mettre en forme, être sûr qu'elle est totalement prête pour l'apprentissage. Donc ensuite, on a cette phase d'apprentissage, d'entraînement de notre algorithme. L'objectif, c'est donc on va donner toutes les données qu'on a en entrée et on va regarder, en fonction des paramètres qu'on va mettre dans notre IA, les résultats de sortie. Et on va itérer jusqu'à ce qu'on ait une totale adéquation entre les données que j'ai en entrée, c'est bien le bon label, le bon résultat que j'ai en sortie. Donc on itère, c'est la phase d'apprentissage qui peut prendre du temps. Donc c'est cette phase-là où on va donc entraîner le modèle d'IA et pouvoir le sortir à la fin. Dernière étape, c'est aussi son évaluation. Donc là, on va mesurer ses métriques, est-ce qu'il a une bonne précision, est-ce qu'il est meilleur que mes derniers modèles, etc. Et donc, à la fin, on sort ce modèle qu'on est capable d'externaliser et on va pouvoir le mettre à disposition de notre système. Donc, soit sous forme d'API, on va appeler ça du model serving. Donc, on met à disposition notre modèle, je suis capable de lui envoyer une image et il me ressort la prédiction sur ce qu'il a détecté, ou je vais directement le mettre dans un système embarqué et les prédictions se feront à la demande en chargeant le modèle. Donc ça, c'est pour le processus classique. Maintenant, c'est ce qui se passe en phase de développement et ensuite, on va devoir le passer en production. Et là, c'est vraiment un challenge. Aujourd'hui, on a encore très peu de prototypes qui passent en production parce que c'est quand même un sujet très, très complexe. On va voir pourquoi. Dans un premier temps, on a un sujet sur la donnée. Quand on est en période d'apprentissage et sur la partie de développement, on a juste une extraction de données qui est statique. On va faire des petits échantillons, ce qui n'est pas forcément conforme à ce qu'on va avoir en production, où là, on va avoir peut-être des volumétries beaucoup plus fortes. On va être soumis à des données qui vont évoluer dans le temps. Donc, on peut avoir un décalage entre ce qui va se passer en développement et en production. Donc, il faut être capable de le mesurer et de le détecter. Donc, pour ça, il va nous falloir être outillés différemment que ce qu'on va avoir en étape de développement. Ensuite, on a des priorités de conception qui sont différentes. Pendant la phase de développement, on va être orienté sur la meilleure optimisation possible de notre modèle, d'avoir les meilleurs résultats. Quand on va être en production, ce qui va compter, c'est combien de ressources il va me prendre en RAM, combien de GPU je dois pouvoir lui mettre à disposition, et surtout combien de temps il met pour pouvoir faire une inférence, donc me retourner une prédiction. C'est vraiment ça qui va être important en production. Je ne peux pas attendre forcément 1 ou 2 minutes pour avoir un résultat. Et enfin, c'est vraiment un challenge de pouvoir se dire que notre modèle, quand il a été entraîné en phase de développement, il ne va pas pouvoir être valide pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et peut-être même qu'au bout d'1 mois, il va être déjà obsolète. Donc on va avoir besoin, dans le temps, de le regarder, de le mesurer et d'être capable de retourner en phase de développement ou d'automatiquement le réentraîner directement en production. Donc, pour pouvoir faire tout ça, on se rend compte que le challenge repose sur le fait que par rapport à du développement logiciel, on a 3 éléments importants qu'on va devoir suivre et monitorer dans le temps. Donc, on a évidemment le code source. Donc ça, il va falloir le tracer, le monitorer, ça on sait faire.
Et ensuite, on va avoir les particularités de l'IA, où on va avoir donc le modèle. Il va falloir être en mesure de mesurer exactement sur quelles données il a été entraîné, quand est-ce qu'il a été entraîné, quelle était sa précision au moment de l'entraînement, quand je le mets à disposition d'un système. Et ensuite, pour la donnée, c'est pareil. Je dois être capable de savoir quelle donnée est entraînée à quel moment. Si je lance des réentraînements automatiques, quelle a été la donnée à ce stade-là. Et c'est vraiment important parce que si vous êtes dans un cas très très concret, vous avez besoin d'être audité 2-3 mois après avoir mis un modèle en production et qu'on vous demande, ce modèle-là, il a donné des retours négatifs, pourquoi ? Je dois être en mesure de dire sur quelles données il a été entraîné, voilà mes échantillons. Je peux être capable de reproduire le scénario qui m'a donné un résultat négatif. Donc il faut que je sois en mesure de tout tracer et versionner pour être capable de le faire. Et donc pour faire tout ça, il faut mettre en place donc, des chaînes MLOps. Donc le MLOps, c'est vraiment l'application du DevOps qu'on a dans le développement logiciel adapté au contexte de machine learning. Donc c'est-à-dire c'est toutes les pratiques et technologies qu'on peut mettre en place pour permettre de suivre un modèle qu'on va mettre en production et de garantir sa fiabilité et qu'il ne dérive pas dans le temps. Donc pour ça, on va avoir beaucoup de choses qui vont tourner autour du versionning et du tracking des modèles de la donnée. Donc on va parler de continuous training, de continuous monitoring, pour être en mesure de pouvoir automatiquement relancer des apprentissages et automatiquement suivre dans le temps comment mes prédictions sont consommées par mon utilisateur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a différents types de maturité au niveau du MLOps. Ça dépend d'où on part et où est-ce qu'on veut aller. Si un modèle n'est utilisé qu'une fois par mois, je ne vais pas nécessiter des pipelines qui soient extrêmement pertinentes que je peux redéployer dans la minute. Donc on va aussi se dimensionner notre chaîne MLOps en fonction du besoin parce que ça peut être très coûteux de mettre en place beaucoup d'outillages et beaucoup de pipelines. Donc souvent, on part d'un cas où on est en déploiement manuel, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu en chambre mon prototype, je passe en production, je donne mon modèle et on le consomme. Donc là, on se dit, si on veut aller sur un niveau de maturité déjà niveau 1 en termes de MLOps, la première chose à faire, c'est de mettre en place donc, des outils qui permettent de versionner chaque apprentissage. À chaque fois qu'un apprentissage est lancé, j'ai toutes mes métadatas qui sont tracés et storés que je peux consulter plus tard. Je vais savoir sur quel dataset mon modèle a été entraîné. Et je vais pouvoir suivre tout ça dans des outils et qui seront toujours historisés et disponibles. Et ensuite, l'étape numéro 2, si on a besoin d'avoir tous ces réentraînements qui arrivent de façon très très régulière, on va devoir mettre en place des pipelines qui vont automatiser tout ça. Je ne peux pas avoir le temps de redemander en phase de développement, refais-moi un nouveau modèle, on le remet en production, tout soit automatique. Automatique n'exclut pas non plus le contrôle humain à certains endroits de la chaîne, évidemment, pour être sûr que les prédictions aussi sont bonnes et que le réentraînement est aussi performant. Donc là, on va avoir des outils d'orchestration qu'on peut mettre à disposition, des outils de monitoring avec des loops de feedback, donc pour pouvoir vérifier que si un métier vérifie mon nouveau modèle, il peut automatiquement regarder en fonction des labels en fonction des prédictions qu'il va obtenir, est-ce que c'est la réalité terrain, faire des retours et pour pouvoir valider le processus jusqu'au bout et se garantir que le modèle en production est cohérent. Donc ça, c'était pour la phase MLOps. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait quelques années qu'on est suffisamment conscient que c'est ce qu'il faut atteindre pour avoir de l'IA en production. Donc on commence à y arriver, sauf que c'est plus suffisant. Aujourd'hui, on a une nouvelle réglementation européenne qui va arriver sur l'intelligence artificielle. Donc la question n'est plus seulement comment est-ce que je mets un modèle en production et je suis capable d'automatiquement le réentraîner et le monitorer. C'est plus suffisant. On doit maintenant être capable de garantir des résultats entièrement fiables sur la réalisation du IA en fonction de son cas d'usage. Donc cette nouvelle réglementation européenne s'appelle l'AI Act. Elle a pour objectif donc, de classifier les différents types d'intelligence artificielle par leur niveau de risque et d'imposer, en fonction des niveaux de risque, des exigences, que ce soit méthodologiques ou techniques. Pour le niveau de risque, donc le plus haut, c'est le niveau inacceptable. C'est simple, pas d'IA. On ne peut pas. Donc sur ça, on va avoir par exemple tout ce qui va être scoring social. Donc tout ça, c'est interdit. Ensuite, on va avoir du niveau de risque élevé. Donc, c'est tout ce qui va toucher, par exemple, à des algorithmes qui peuvent décider de l'autorisation de l'octroi de prestations sociales, tout ce qui va toucher à des décisions judiciaires, par exemple. Donc, tous ces niveaux-là ont un risque élevé sur l'utilisation des IA. Donc, il va y avoir des obligations à la fois d'usage, donc c'est-à-dire d'informer l'utilisateur, d'informer, de très très bien documenter comment ça fonctionne, le process, d'avoir des audits réguliers. Donc, toute une partie méthodologie importante et aussi toute une partie technique. Donc, c'est ce qu'on verra juste après. Qu'est-ce qu'on rajoute dans notre chaîne MLOps d'un point de vue technique aussi dans notre algorithme d'IA pour garantir des IA fiables. Et enfin, on a les risques
Après, donc limité, ça peut être par exemple des systèmes de recommandation, où là, on n'a pas une obligation totale sur toute la chaîne d'imposer des concepts de confiance, mais on va avoir au moins une obligation de transparence, un peu d'explicabilité. Et pour le risque minimal, il n'y a pas d'obligation. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, des projets où on n'est pas forcément soumis à l'AI Act, on veut quand même pouvoir garantir avoir des modèles totalement fiables. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est mis à disposition pour faire de l'IA de confiance peut très bien être embarqué, même si on n'est pas soumis d'un point de vue légal. Voilà. Donc, comme je disais sur la partie IA de confiance, donc, on a toute une partie vraiment qui est sur de la méthodologie, les process, d'audit, qualité. On a une partie technologique. Sur la partie technologique, on va mesurer du coup des attributs de confiance dans notre chaîne et on va venir les placer en fonction de notre cas d'usage. Donc dans les attributs de confiance, on va avoir des attributs qui concernent tout ce qui est la robustesse, la fiabilité de notre modèle. Ensuite, on va avoir un volet sécurité, une partie transparence, responsabilité et le bon service. Donc si je les détaille un petit peu, tout ce qui correspond au bon service, c'est être sûr qu'on ait des précisions correctes, que le modèle soit toujours disponible. Quand on va parler de transparence, responsabilité, on va parler par exemple d'explicabilité. Être en mesure de, si j'ai un algorithme sur l'octroi de crédit qui me refuse un crédit, je veux être en mesure d'expliquer pourquoi, mais je ne veux pas qu'on me sorte, c'est parce que telle variable, tel poids dans mon modèle égale 42. Non. Il faut quelque chose d'intelligible. Donc pour ça, on va avoir des méthodes qui vont être capables de mesurer au niveau de notre IA les poids et de le mettre en un lien de cause à effet au niveau de mes features et vraiment d'expliquer pourquoi un résultat est retourné négatif par un modèle. Donc ça, c'est la partie explicabilité. Ensuite, une phase très importante, ça va être aussi l'équité. Quand on va créer un modèle, le modèle est vraiment représenté par ces données qu'on a mis en phase d'apprentissage. Donc il y a un sujet sur l'équité, sur la représentativité des échantillons de population qu'on va mettre dans nos données. Parce qu'on peut très bien créer des biais au niveau juste de la qualité de nos données, que les biais qu'on aura mis dans le modèle, on les aura en sortie dans les prédictions. Donc il faut être capable de mesurer totalement ces biais, donc d'avoir vraiment une étude de quels sont mes types de population, est-ce que j'ai une bonne représentativité, et qu'est-ce que je mets en face si je n'ai pas assez de données pour que ça ne se répercute pas après dans le résultat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir un modèle, par exemple, qui n'a que 5% d'erreurs. On se dit, c'est super, il est parfait. Si ces 5% d'erreurs sont sur une seule catégorie de population, là, je mets de la discrimination dans mon modèle et c'est pas bon. Donc, il faut être capable vraiment de le suivre et de le détecter. Ensuite, tout ce qui touche à la sécurité, on va avoir vraiment sur de la sécurité plus IT, c'est de la confidentialité sur les données, c'est être sûr que je n'ai pas de possibilité d'avoir des pipelines qui vont m'injecter de la donnée qui va perturber mon modèle et donner donc des prédictions incohérentes. Donc il y a vraiment une phase de sécurité qui est importante dans toute la partie pipeline qui relève plus de l'infra. Et enfin, on va avoir tout ce qui va être robustesse et fiabilité. Par exemple, on va pouvoir contrôler des domaines de validité. Si mes données qui ont été entraînées correspondent à un scope précis, je ne peux pas avoir, lors de la phase de prédiction, des données qui sont totalement différentes, parce que si je le donne à consommer à mon modèle, je vais avoir une prédiction, mais qui n'a aucune valeur. Juste parce que les données sont tellement différentes de mon entrée, ce n'est pas possible. Et on va avoir des phases aussi de vérification. Est-ce que mon modèle est bien résilient si je l'utilise de façon incorrecte? Donc c'est vraiment la capacité de mon modèle d'être totalement robuste à tout type d'attaque, soit de mauvais usage, ou aussi parce que dans le temps, des performances ont dérivé. Donc, voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va devoir intégrer dans nos chaînes d'IA pour aller en production. Donc en fonction du niveau de sensibilité de l'IA, de ce que j'ai besoin, je vais décider d'un certain nombre d'attributs de confiance que je vais ajouter dans ma chaîne et voir à quel moment ça s'intègre, parce que ça peut être dans la phase d'entraînement, ça peut être dans la phase de monitoring et que je corrige après coup. Donc après, il y a toute une conception de voir où est-ce qu'on le met. Et ce qu'il faut voir, c'est que tout ce qu'on a mis en place au niveau du MLOps va être utile pour pouvoir mettre en place une IA de confiance, et même nécessaire. Parce que toute la partie explicabilité, traçabilité, si je suis audité, si je n'ai pas une chaîne MLOps qui me permet de tout versionner, de tout tracer, je ne pourrais pas de toute façon répondre à ces standards. Donc le MLOps, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'avoir une base solide pour pouvoir ensuite arriver avec des nouvelles métriques que l'on va stocker dedans et qu'on va pouvoir mettre à disposition en cas d'audit, en cas de contrôle par rapport à l'AI Act. Donc voilà. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que pour avoir une IA à l'échelle, donc si on résume, il faut avant tout des outils et une infrastructure parce que pour faire du versionning de modèles, versionning de données, c'est des outils nouveaux qu'il va falloir intégrer dans la chaîne, et il faut aussi une infrastructure capable de répondre aux besoins de l'intelligence artificielle. Ensuite, on va avoir tout un volet
pipeline, donc c'est-à-dire quelle chaîne MLOps je mets en place, est-ce que j'ai besoin d'intégrer mes données de façon régulière, est-ce que je dois avoir des pipelines de réentraînement, de détection des biais, etc. Et ensuite, toute la partie IA de confiance. Donc là, je vais rajouter mes briques dans mon IA. Est-ce qu'il me faut de l'explicabilité en bout de chaîne? Est-ce que je dois rajouter de la robustesse pendant la phase d'apprentissage? Et c'est vraiment ce système complet qui va nous permettre de dire, OK, mon IA, c'est bon, elle est correcte pour les actes et elle est fiable pour mon utilisation. Donc voilà, donc ça, c'était toute la partie théorique. Et maintenant, je vais laisser Milan vous présenter donc, ces 3 aspects sur un use case concret. Alors, en effet, un peu de concret. On vous a concocté un petit cas d'usage juste pour vous. Alors, puis il va vous parler, je pense. Félicitations, vous êtes engagé. Donc, vous êtes un jeune ingénieur de Polytech Coruscant, en plein milieu de la galaxie, le centre de la galaxie. Et on va avoir besoin de vous pour de nombreux cas d'usage de détection, en l'occurrence de classification. Parce qu'évidemment, ils ont un gros souci, c'est qu'il y a de nombreux rebelles, une infinité de planètes, donc une infinité d'endroits à contrôler, à mesurer. Ils ont des capteurs, ils ont des radars, ils ont plein de choses, mais ça suffit pas. Il faut faire la fusion de capteurs, il faut arriver à détecter un vaisseau qui vient de l'espace, un vaisseau qui décolle, et ainsi de suite. Donc, comment surveiller cette infinité de points d'entrée possible? On va vous faire, pour votre recrutement, un tout premier cas d'usage. Une première mission, classifier un X-Wing versus un TIE Fighter. Donc globalement, ça parle à tout le monde. On voit qu'il y a des features quand même assez particulières, c'est-à-dire que le TIE Fighter a des ailes très spécifiques, le X-Wing aussi, donc ça peut être intéressant. Les algos, vous en tant qu'ingénieur, vous vous dites, OK, on va pouvoir en sortir quelque chose, ne serait-ce qu'avec un petit dataset que vous allez par exemple, en l'occurrence, scraper sur Internet. Vous allez récupérer 200 images, 300 images de l'un et de l'autre et voir ce que vous allez pouvoir faire avec ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir dire, j'ai une image, je vais la classifier, je mets une alerte si c'est un X-Wing, je dis OK si c'est un TIE Fighter. Donc, c'est assez simple. L'intérêt, c'est quand même qu'il vous faut, pour faire ça, évidemment, mettre en œuvre une plateforme qui soit assez résiliente, sur laquelle vous allez pouvoir faire vos expériences, les présenter et pouvoir mettre en prod des modèles, si jamais il y a de nouvelles données qui arrivent, de pouvoir vraiment faire tout ça. Comment faire? Alors, l'idée, c'est d'avoir une base techno, on va dire... Je veux bien le laser, d'ailleurs, s'il te plaît. Merci. C'est lequel, celui-là? Oui. Voilà, vous avez une base techno assez classique, c'est-à-dire vous avez votre repo sur du GitLab, votre registry pour tous vos containers, vos Docker, ce genre de choses, et votre storage, en l'occurrence du S3, donc assez classique en machine learning, un bucket S3. Et sur cette base-là techno, vous allez mettre en fait vos outils de votre pipeline, votre infrastructure. Vous allez avoir tout d'abord, le plus important, c'est l'orchestrateur qui va, lui, récupérer toutes les images de votre registry et à travers des DAG d'Airflow, c'est-à-dire des Directed Acyclic Graph, voilà, c'est chiant à dire. Vous allez pouvoir donc en fait avoir toute une pipeline définie qui va pouvoir notamment récupérer ce container, avoir un code précis qui a été productisé, donc le code est versionné. Vous allez pouvoir avoir ce container là qui va tourner, qui va publier votre modèle sur MLflow, parce que MLflow lui va servir de modèle registry, mais aussi d'artefact registry, c'est-à-dire que vous avez publié votre modèle, vos métriques, est-ce que mon modèle avait telle métrique, ainsi que ses paramètres d'entrée. Donc vous allez pouvoir vraiment tout loguer ici, ce qui vous permet vraiment d'avoir une carte d'identité de votre modèle à un instant T, et par rapport à un dataset de données. Ensuite, vous allez évidemment avoir la partie monitoring. Donc on a là du Prometheus, du Grafana pour tout ce qui est de l'ordre, on va dire, des performances. Et après du Streamlit, là ce sera plutôt un côté dashboard sur lequel, par exemple, l'utilisateur final de votre outil va pouvoir uploader des images, vérifier voilà, vous allez vous mettre en accord avec le métier pour être sûr que le modèle fonctionne bien et qu'il fait exactement ce que vous voulez. Et vous allez pouvoir mettre en place des pipelines à ce niveau-là, sur Streamlit. Voilà. Donc, dans notre cas, ça ressemble à quoi? Sur le cas le plus simple, vous êtes juste en train de vous dire, OK, j'ai des images d'entrée, votre dataset, donc nos images scrapées sur Internet. Vous allez vous les entraîner dans une pipeline d'entraînement. Donc, vous avez votre container qui a été packagé, que vous allez appeler sur votre orchestrateur, et il va pouvoir voilà, faire son boulot en prenant ces données, entraîner, comme l'a dit Ingrid tout à l'heure, et ensuite, toutes ces données-là, de sortie, c'est-à-dire le modèle, évidemment, le plus important, et ses métadonnées. C'est-à-dire qu'ici, vous avez plein de paramètres, il y a plein d'hyperparamètres de paramètres en machine learning qu'il va falloir vraiment contrôler. Et donc, vous allez tous les sortir ici, ainsi que les métriques de votre modèle, c'est-à-dire sa précision et plein d'autres métriques dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais on va parler de précision. Voilà, vous avez votre modèle qui est là, donc tout va bien, vous allez pouvoir le déployer. Donc, c'est ce qu'on va montrer ici, sur une pipeline, en l'occurrence sur Airflow. Donc, je vais lire cette vidéo. Donc on voit ici que vous avez votre DAG donc, qui est présent avec ses tâches. Donc en l'occurrence, la première tâche, c'est votre classifier qui va être entraîné. Vous allez avoir une tâche ensuite d'explicabilité de votre modèle et une tâche de validation.
Donc là, on le voit en mode, sur cette vue-là, on peut aussi changer de vue et le voir en mode graphe. Voilà, et donc vous avez vos 3 tâches, ici vertes, évidemment on les a déjà lancées pour ne pas avoir le problème d'avoir des erreurs, mais c'est quand même des tâches qui prennent 18 minutes, 20 minutes, là en l'occurrence sur un petit dataset, mais ça tourne en fait la folie. Il faut comprendre qu'on est sur un Kubernetes managé, donc là on est sur vraiment des pods qui se lancent sur des containers, des containers qui se lancent sur des pods qui sont sur des workers GPU, c'est-à-dire qu'on est sur voilà, de l'outillage assez lourd, donc l'idée c'est de pouvoir le lancer, avoir notre pipeline d'entraînement, l'explicabilité de notre modèle et la validation. La validation, on la considère avec MLflow, c'est de dire ok, j'ai un premier modèle, j'en ai un deuxième avec un nouveau subset de données, je vais pouvoir comparer les performances sur mon fameux dataset de validation qui lui n'a pas été utilisé pour entraîner le modèle, c'est-à-dire voir est-ce qu'il généralise bien. Et en l'occurrence, on va dire ok, ce modèle-là est meilleur, je vais le mettre en prod, celui-là est moins bon, je vais l'enlever, et ainsi de suite. C'est ce qu'on va voir sur la suite de la vidéo. Voilà, donc là il y a nos 3 tâches avec leur temps associé. Et on aura donc ici sur MLflow, donc vous avez votre MLflow qui est connecté en termes de métriques, donc lui son backend c'est un S3, et il va pouvoir avoir vos fameux 3 modèles, en l'occurrence 5 ici, 5 versions de modèles dont un seul est passé en production, parce que c'est lui qui avait les meilleures métriques sur votre subset de validation. Voilà. Et l'intérêt, c'est qu'ici, chaque modèle, il est lié, vous voyez en haut, vous voyez si on va cliquer sur un modèle, il va être lié, on va voir dans les expériences qu'ici, on a tous nos runs de modèles. Donc en l'occurrence, une expérience, elle ressemble à ça. C'est globalement, vous avez votre run ID, ça c'est votre GUID qui vous garantit son unicité. Vous avez sa description, si par exemple vous travaillez sur la gate numéro 0, la gate numéro 1, ainsi de suite. Et là, vous avez tous ces paramètres. Donc, voilà, je vais peut-être faire pause, que ça va vite, pardon. Vous avez plein de paramètres possibles, le scénario, la méthode utilisée lors de votre entraînement, du learning rate, ce genre de choses. Donc là, c'est tout ce qui est les paramètres d'entrée de votre modèle. Vous voulez être sûr de pouvoir reproduire, si jamais dans un an, comme on disait, on vous audite votre modèle, vous savez que tel modèle est associé à toute cette liste de paramètres et à toute cette liste, ce qui est important dans notre cas, de métriques. Ça, c'est les métriques que vous aurez en sortie. Donc ça, c'est un peu l'input, et ça, c'est un peu ce que vous avez en sortie. Il va générer des graphes. Donc là, c'est des graphes classiques d'accuracy, donc de précision, qui vous dit OK, sur le dataset d'entraînement, globalement ça monte plutôt bien. On voit qu'on parle d'overfitting, c'est-à-dire qu'on a une précision qui monte drôlement haut, mais on est sur 200 images, donc c'est assez logique. Tandis que là, sur la validation, donc sur notre subset qui n'a pas été utilisé pour l'entraînement, on voit qu'on a un graphe qui là va descendre et remonter, mais globalement on est à 0,85 en précision, donc on peut se dire OK, on va pouvoir le lancer en prod. 0,83 même. Voilà, et donc globalement on a vu que ce modèle-là, il a ses paramètres, il a ses métriques, mais il a aussi en fait tout ce qui permet de loguer, de register notre modèle, c'est-à-dire que vous allez avoir son code source, le modèle sous son format, ici c'est du PyTorch, et là en fait tout l'environnement qui vous permet de lancer ce modèle-là lorsque vous allez faire le serving en fait. Et donc le serving, c'est l'étape suivante. Donc là, on voit bien le lien entre notre registry, ici nos modèles et nos expériences, puisqu'on a bien le lien de notre ID sur le côté source du modèle. Donc ensuite, vous allez pouvoir faire, c'est la même vidéo, votre serving. Donc votre modèle est mis en prod sur MLflow, il est stocké sur un S3, donc vous allez pouvoir l'appeler. En l'occurrence, on est encore sur notre cube. On va pouvoir créer notre serving, donc appeler notre modèle en mode API. Évidemment, vous êtes sur cube, donc votre API, vous allez devoir l'ouvrir en termes de service sur votre réseau local, entre guillemets, enfin, sur les réseaux cubes, et ensuite ouvrir un ingress pour pouvoir avoir des requêtes qui viennent de l'extérieur. Donc en l'occurrence, la requête, elle peut venir de la plateforme d'un douanier ou de n'importe où. Voilà, avec les règles de sécu qui correspondent. Voilà, donc votre modèle est en... Oui, vas-y. Un petit complément sur la partie serving, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'intérêt dans la phase d'entraînement d'avoir mis un tag de production, c'est que mon étape de serving est totalement automatique parce que sur mon nom de modèle, elle récupère toujours le tag production. Donc j'ai toujours un service d'API qui me fournit toujours le modèle qui est le plus à jour et qui a été tagué production. Donc j'ai juste en amont besoin de relancer des pipelines d'entraînement si je le souhaite. Et ma phase de validation va justement comparer la précision de mon nouveau modèle à l'ancien et changer le tag sur l'emplacement du modèle. Mais ce qui fait que mon API de serving est toujours disponible avec le meilleur modèle possible à mettre à disposition des utilisateurs. Et c'est vraiment au niveau de la phase d'entraînement et de validation que je vais changer la position des tags grâce à MLflow qui le fait totalement automatiquement. Et c'est MLflow qui fait également la partie serving, qui automatiquement prend un modèle, comme il a tout le code source qui permet de faire le serving, il peut automatiquement le mettre à disposition sous forme d'API. Donc c'est vraiment un outil qui est vraiment complet dans la chaîne MLOps pour à la fois traquer toutes les expériments comme on pouvait le voir, tracer tous les modèles avec les différentes versions de tags et faire le lien entre mon modèle de production, quels étaient ses hyperparamètres et ressortir le bon ID de la bonne expériment et être capable de faire la partie serving de bout en bout grâce à un tag. Voilà.
Donc quelques exemples de notre modèle en production. On va voir que c'est des images crapées sur Internet. Donc on imagine que dans le monde de Star Wars, il y a aussi des Lego Star Wars. C'est un truc un peu, voilà, c'est des Lego vaisseaux, on va dire, pour eux, tout simplement. Comme nous, on avait des camions ou des trucs comme ça, camions pompiers. Donc voilà, donc là vous avez vos vaisseaux. Globalement, les prédictions sont plutôt bonnes. Il y a quelques erreurs à des endroits, mais on a vu qu'on était sur 0,84 sur le dataset de validation. Donc c'est un modèle correct, vu qu'on n'avait pas des très bonnes données, on s'attendait pas non plus à avoir un truc extraordinaire. Mais globalement, voilà, on a nos prédictions qui sont bonnes et notre modèle qui est en mode serving. Et donc on se dit tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, les rebelles sont les rebelles. Ils sont bien plus malins que ça. Ils vont pas juste vous envoyer tout le temps le même vaisseau avec la même lumière exactement la même porte. Vous allez devoir faire en sorte que votre modèle généralise, que votre modèle soit robuste à des attaques. Alors les attaques, ça peut être plusieurs attaques différentes. Il y a les attaques, comme je viens de le dire, on va dire de pilotes, des petites astuces de filou à la Han Solo, où le mec va se dire « Ok, je sais que leur modèle il a été entraîné sur un contexte classique de lumière. Moi, je vais attendre qu'il y ait un très gros vaisseau très lumineux qui passe et je vais me glisser juste devant lui pour être sûr que la caméra soit trompée. » Ou alors, plus malin, il va se dire « Ok, je vais attendre qu'il y ait telle planète qui passe ou telle lune qui passe devant une planète pour qu'il y ait une éclipse. » Bon, voilà, c'est un peu poussé, tiré par les cheveux, mais ils sont très forts, les rebelles, parce qu'ils arrivent quand même à survivre malgré tout. Donc voilà, donc il y a ces attaques-là qui sont des attaques de pilotes, on va dire d'utilisation. Et après, des attaques encore plus puissantes qui sont, elles, qui demandent un certain engineering, qui demandent des équipes de data scientists chez les rebelles aussi, qui consistent à faire des patchs d'attaques adverses. Vous en avez sûrement entendu parler, les attaques adverses, ce qui consiste en fait à connaître le modèle qui a été utilisé pour l'entraînement. Donc en fait, vous savez que c'est un réseau de neurones qui va activer certaines choses, et donc ces choses-là qui sont activées, vous allez pouvoir les retracer et dire, ok, je sais qu'un modèle classique va être notamment très sensible à tel type de données. Donc vous allez faire des patchs en fait, qui vont vous tromper totalement votre modèle et il va faire en sorte que vous avez un X-Wing qui un humain, n'importe quel humain dirait ok c'est bel et bien un X-Wing et en fait il va tromper le modèle juste avec des patchs de pixels qui sont donc des patchs de texture et qui va donc tromper le modèle et vous allez vous retrouver avec tout le temps cette décision là. Et c'est là qu'on a toute cette pipeline de robustesse qui permettent d'entraîner notre modèle en mettant en place toutes ces attaques. Donc il y a l'idée que les attaques ont été trouvées, il faut maintenant les entraîner dans notre boucle. Et après, il va falloir expliquer, c'est-à-dire mettre en valeur les pixels importants de notre décision pour être sûr que, ok, c'est pas des pixels étranges, un peu disparates sur notre image, c'est vraiment les features, en l'occurrence les ailes, par exemple, ou alors le bout du museau du vaisseau. Voilà, on veut vraiment que les features aient un sens d'un point de vue humain, que ce soit pas juste un ensemble de pixels un peu absurde. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir des seuils d'acceptation, comme on disait sur la partie de la lumière. S'il y a une éclipse, on va faire en sorte que notre modèle ne reçoive pas l'inférence. On veut vraiment que là, il y ait des règles, des règles de code, des libs qui puissent dire, OK, s'il y a tel niveau de lumière, j'en vois pas. S'il y a tel niveau de flou, j'en vois pas. Voilà. Contrôlez un peu l'input de votre modèle. Parce que c'est quelque chose de très intelligent, mais dans un contexte très restreint. C'est-à-dire que voilà, si vous voulez vraiment généraliser, il faut avoir plein de règles en entrée et en sortie. Donc à quoi ça ressemble maintenant notre pipeline? On reprend exactement la même et maintenant nos images ici training vont passer dans une pipeline qui contient de la robustesse et vous avez exactement le même système. C'est pour ça que d'avoir cette infrastructure dès le début, en fait, ça vous permet d'augmenter en complexité sans augmenter en termes d'infra et d'outils. Donc vous allez juste récupérer ici différents modèles avec des nouveaux types de tags et des nouveaux datasets de validation. Tac. Donc l'intérêt, c'est qu'ici, on va rajouter la fameuse explicabilité. Donc votre modèle va être pris et il va faire ces explicabilités pour les sortir sur un monitoring. En gros, il va le stocker sur un S3, sortir ce monitoring-là pour le métier ou pour vous en tant que data scientist pour vous assurer que les features sont bel et bien celles qui vous intéressent. Donc une petite démo de tout ça. En l'occurrence, vous allez lancer un DAG cette fois qui va attendre, il est ici, il va attendre en fait que vous uploadiez une image. Donc là, vous l'avez en mode vue gris. Là, maintenant, je vous le mets en mode graphe. Donc voilà. Il va attendre en fait votre fichier que sur votre interface vous uploadiez un fichier qui vous dise OK, processe-moi ce fichier-là, envoie-le-moi à ma pipeline d'explicabilité. C'est-à-dire crée un worker qui va avoir toutes mes libres d'explicabilité, qui va pouvoir faire la prédiction et sortir les pixels importants sur mon image. Donc je vais lui uploader ici un nouveau vaisseau. En l'occurrence, c'est un TIE Fighter un peu spécifique, c'est celui de Dark Vador. Voilà. Et donc ici, vous allez avoir le process qui se fait en live. Donc, il va processer l'image, la mettre dans les bons formats et l'envoyer sur notre worker d'explicabilité. Ce qui fait qu'ensuite, en sortie, vu que vous envoyez tout sur votre bucket S3, d'ailleurs, c'était un bombardier, c'était pas celui de Dark Vador, je sais pas, c'était une question piège.
C'est pour les joueurs Battlefront, ça. Voilà, donc là, vous avez maintenant sur votre dashboard, donc sur votre Streamlit, vous avez votre vaisseau qui a été uploadé. On l'a vu tout à l'heure, et maintenant vous allez pouvoir récupérer les prédictions. En l'occurrence ici, les prédictions sont les mêmes. Vous avez, comme je le disais tout à l'heure, un modèle vanilla. Ce modèle-là est celui que vous avez entraîné dès le début. Et ensuite, vous avez votre modèle ADV, en l'occurrence pour Adversarial Training, qui lui a été entraîné avec des attaques adverses. Donc vous allez voir qu'ici, les deux ont la même prédiction. Mais par contre, en termes d'explicabilité, lorsqu'on va mettre en valeur les pixels importants à la décision, on va voir que globalement, on a vraiment des patchs de données sur l'Adversarial Training qui sont très centrés sur une feature. En l'occurrence, la forme de l'aile ici, cette aile-là. Tandis que sur du vanilla, vous allez vraiment avoir en l'occurrence, c'est une heatmap, hein, je pense que tout le monde la comprend. C'est que dès que c'est rouge, c'est vraiment les pixels importants à la décision. Donc là, vous allez voir un ensemble de pixels qui vous dit clairement que en fait, toutes ces features-là sont attaquables. C'est-à-dire que si vous envoyez un X-Wing et que vous mettez tel pixel, tel pixel, tel pixel, tel pixel qui sont vraiment disparates, vous allez vraiment pouvoir tromper votre modèle et lui dire « Ok, j'ai un TIE Fighter », alors qu'en fait c'est un X-Wing qui a pris toutes ces features-là qui sont donc non robustes en fait, et qui sont attaquables. Et donc vous avez différentes méthodes d'explicabilité, je ne vais pas rentrer dans les détails qui consistent à, à rentrer dans les modèles. Et donc là vous avez par exemple la saliency qui est assez classique on va dire, où vraiment vous voyez ce nuage de points sur le côté vanilla, tandis que sur le côté adversarial, vous avez encore une fois cette aile qui est vraiment centrée. Et vous pouvez, après voilà, il y a toute une façon de voir avec toutes ces métriques-là, toutes ces méthodes-là, de voir les métriques sur laquelle est la meilleure et ainsi de suite. Mais globalement, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous voyez à peu près le principe. Et ce qui fait que par exemple sur notre attaque adverse, c'est-à-dire notre vaisseau qui arrive, on peut voir ici que sur le vanilla, vous avez plein de features. Ici, vous avez plein de pixels qui sont vraiment qui n'ont rien à voir avec la décision, qui sont pris en compte. Ici aussi, évidemment, c'est un dataset qui est un peu faible, donc il y en a encore, mais globalement, on voit que c'est centré sur le bout de l'aile, le nez du vaisseau, tandis qu'ici, on a, ok, certes, on a l'aile et le nez du vaisseau, mais on a vraiment toutes ces features-là qui apparaissent. Donc vraiment, c'est sur les deux points. Et ça permet vraiment même de convaincre en fait le métier, c'est-à-dire le douanier en l'occurrence de l'Empire, de lui dire ok, regardez mon modèle ici encore il y a encore des travaux à faire, mais globalement regardez, on a quand même un modèle qui va vous dire c'est un vaisseau parce que si, parce que ça permet de justifier, on monte en niveau, c'est-à-dire on part de la donnée, on va pouvoir monter en niveau et pouvoir l'expliquer à des gens qui ne sont pas du tout du milieu. Voilà. Donc maintenant, on va juste mettre en place une dernière pipeline qui va être ici assez simple. C'est celle sur les attaques, non pas de patch d'attaque adverse, mais sur des attaques très simples de Han Solo qui va se faufiler derrière un vaisseau, un croiseur galactique qui fait énormément de lumière. Voilà. Donc en l'occurrence, ici, vous allez simplement avoir toutes vos mêmes pipelines qui sont les mêmes, et ici, vous allez rajouter du monitoring, c'est-à-dire un monitoring simple qui consiste à pouvoir, ici sur le data drift, donc en l'occurrence on parle de data drift puisque c'est une donnée qui va évoluer, qui ne sera plus dans le contexte que vous voulez, vous allez pouvoir en gros l'envoyer, avant même de l'envoyer, alors comment il marche je suis perdu là. Ah oui, avant même de l'envoyer sur le serving, pardon, c'est bon, vous allez pouvoir ici avoir des règles de fonctions qui vont pouvoir vous dire ok, je suis dans mon scope sur lequel je peux faire une décision et je suis confiant de faire cette décision, ou alors non, je suis hors scope, ça sert à rien de faire cette décision, j'aurai des résultats tout pourris. Donc voilà, ça donne ça, globalement. Donc en fait, on a des seuils d'acceptation qu'on peut définir. Là, on va prendre par exemple le modèle vanilla et on va lui mettre notre dataset en faisant de manière contrôlée, c'est-à-dire avec des librairies Python. Je vais lui dire, OK, tu me baisses tous les pixels de temps, tu me mets du flou, tu me mets tout ça. Et dans l'idée, on va pouvoir définir des ranges de luminosité. En l'occurrence, on baisse les pixels de moins 150, moins 140, ainsi de suite. Donc on remonte là en termes de luminosité jusqu'à 0. Ce qui fait qu'à la fin, on peut obtenir un graphe, puisque en fait, à chaque fois, chaque subset aura un score précis. Donc théoriquement, c'est assez logique, vous voyez bien que le score augmente, puis on s'approche du cas nominal, mais globalement, si on a un truc, on est dans un cas d'usage où on veut très peu d'erreurs, on va faire en sorte qu'on refuse tout ce qui est en dessous, par exemple ici de 0,90, ou alors on va refuser, si jamais on veut laisser un peu plus d'entrée, on va refuser tout ce qui est en dessous de 0,6, mais là globalement sur un truc binaire, 0,6 vous êtes très faible, donc c'est pas terrible. Donc dans l'idée, voilà, on se mettrait plutôt sur un range de luminosité si jamais vous avez moins 100 pixels, c'est codé sur 255, donc moins 100 c'est déjà quand même pas mal. Voilà, donc c'est un peu l'idée d'avoir ça. Donc l'idée c'est que maintenant vous allez pouvoir faire votre inférence en fonction de ça. Là par exemple, on va pouvoir uploader de la même façon une nouvelle image, donc
Alors la vidéo, je l'ai mis sur pause. Voilà, vous allez uploader une nouvelle image. Donc cette fois, ce sera un TIE Fighter très très sombre. Donc là, à la main, j'ai moi-même utilisé des libs pour le montrer qu'en fait, voilà, il est trop sombre. Je vais dire qu'il est en dessous du threshold d'acceptation. Donc je ne vais pas l'envoyer au serveur d'inférence. L'idée, c'est de ne pas surcharger le serveur d'inférence parce qu'on m'a bien dit que c'était sur des GPU. Donc c'est des trucs qui valent assez cher. Donc le mieux, c'est de pouvoir rester sur des règles CPU qui permettent d'empêcher d'envoyer au serving. Là, cette fois, on l'a envoyé au serving puisqu'il est très lumineux. Et donc là, vous avez votre prédiction de 1. En l'occurrence, c'est une alerte. C'est bel et bien un vaisseau ennemi. Voilà. Donc, globalement... Ah, il manque une slide qui a disparu. Mais bon, il y avait une slide sur... En fait, ça, vous en faites ce que vous voulez. J'avais une photo de Dark Vador en train d'étrangler un rebelle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le côté un peu le white hacker versus le dark hacker. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez de ces trucs-là, parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, si vous faites des attaques adverses pour du bien ou pour du mal, globalement, ça, c'est selon votre éthique. Mais dans l'idée, c'est vraiment, vraiment comme la sécurité, comme la sécu, comme les attaques. C'est vraiment assez similaire. Il y a une course entre le gendarme et le voleur, quoi. C'est toujours le même principe. Et c'est des domaines qui évoluent énormément. Et après, c'est de la recherche, donc ce n'est pas non plus mon domaine de prédilection, mais je vous invite à regarder les papiers là-dessus, c'est quand même assez intéressant. Voilà, sur la démo. Merci. Enfin, petite conclusion. Je vais vous parler un petit peu du programme Confiance AI, qui est un programme de recherche dédié à l'IA de confiance, parce que ce que vous avez vu durant la démonstration, les différentes briques de confiance viennent de ce programme. Une partie open source, une partie retravaillée avec des méthodologies dans le programme et des choses aussi dédiées. Le programme Confiance AI, c'est un programme qui a été lancé par le gouvernement. Il fait partie des grands défis du gouvernement. C'est un programme de recherche sur 4 ans. On en est à la 3e année. Donc, il regroupe une dizaine d'entreprises, de grandes entreprises françaises que vous pouvez voir affichées ici, des labos de recherche et des ESN. L'objectif de ce programme, c'est de définir comment est-ce que je suis en mesure, d'un point de vue méthodologique et technologique, de définir et designer et construire des IA qui seront dites de confiance pour être embarquées en système critique. Donc c'est vraiment un programme où on s'est basé sur des use cases critiques de l'ensemble des partenaires pour être capable d'assesser tout un tas de technologies de confiance qui sont open source, qui sont privées, qui ont été développées au sein du programme pour pouvoir avoir des règles et des méthodologies qu'on soit capable d'appliquer ensuite en cas réel et être le plus près de la compliance à l'AI Act. Donc voilà, c'était juste un mot là-dessus parce que c'est des démos, enfin nos démos ont été basées pour une partie là-dessus. Et je voulais juste finir aussi avec ce que vous avez vu durant cette présentation. On est beaucoup entré sur de la méthodologie avant d'être entré sur un outil. On a fait une démonstration sur une stack technique, parce que c'est la nôtre qu'on utilise sur notre plateforme à nous, InnerData, chez Soprasteria. Mais il faut bien voir que cette méthodologie-là que l'on déploie peut vraiment être fait sur tout un ensemble d'autres technologies. C'est-à-dire que sur les chaînes MLOps, on va les retrouver chez les grands clouders, sur des plateformes avec licence ou les outils open source qu'on vous présente ici. Mais la méthodologie reste vraiment la même et après on s'adapte en effet à des contextes techniques différents. Mais c'est vraiment cette méthodologie qui va vraiment permettre d'arriver à avoir des IA à l'échelle. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté et puis on peut passer aux questions.